Passons maintenant au dernier conférencier. Pour finir, cette partie couvrira plusieurs sujets. Par exemple, encore une fois, les systèmes financiers et économiques, la situation et la crise juste avant qu'elle éclate. Puis à la fin, il sera question de la situation en Europe en termes de sécurité, les défis dans toutes les directions. Il est question de foyers de guerre dans le monde entier, de cartels dangereux. Je passe rapidement là-dessus. Et notre 5e invité aujourd'hui était déjà parmi nous lors de la 9e et de la 12e AZK. Aujourd'hui, il nous donne pour ainsi dire une mise à jour politique sous la forme d'une discussion ici sur scène, une interview en direct. Cette interview est menée par Jürgen Mayer et par Regina Olfert. Et c'est un homme qui parcourt le monde depuis des décennies comme personne. Il s'est formé à travers de milliers d'interviews en direct pour ARD, aujourd'hui pour CLA TV et AZK. Voici Christoph Oerstel. Bienvenue une fois de plus. Peut-être qu'un jour, ce seront aussi des milliers d'interviews pour nous. Mais il était encore dans l'avion quand j'ai dit aux autres conférenciers à quel moment il monterait sur scène. Nous regardons rapidement ton portrait afin que les nouveaux parmi nous sachent qui est Christoph Oerstel. Nous le connaissons déjà par la télévision depuis qu'il a débuté. Christoph Oerstel. Christoph Oerstel est né en 1956. Il est marié et a 4 enfants. Après le service militaire et sa formation à la banque fédérale allemande, la Deutsche Bank, il a fait des études de linguistique et de littérature en chinois, en français et en espagnol. Christoph Oerstel a été pendant de nombreuses années correspondant spécial et rédacteur pour ARD. Il est spécialiste des questions de sécurité en Asie centrale et du Sud, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, en particulier en ce qui concerne le mouvement islamique et les questions de sécurité qui y sont reliées. De 1985 à 1999, Christoph Oerstel a fait des reportages pour ARD depuis le Pakistan, l'Afghanistan et le Cachemire et a présenté des milliers d'émissions en direct. Il est intervenu aussi aux États-Unis, en Ukraine, en Inde, en Irak et en Iran. En 2001, il a fondé à Munich le Oerstel Networks, un conseil pour les gouvernements et les entreprises qui existe aussi à Potsdam depuis 2010. De 2006 à 2007, il a coaché certains dirigeants des troupes allemandes ISAF lors du cours « Connaissance de l'Afghanistan ». ISAF était une mission de sécurité et de reconstruction sous la direction de l'OTAN, dans le contexte de la guerre en Afghanistan de 2001 à 2014. Pendant le semestre d'hiver de 2006-2007, Oerstel a enseigné à l'Institut de recherche sur la paix et la politique de sécurité à l'Université d'Hambourg sur le sujet « Médiation de la terreur » avec l'exemple de l'Afghanistan. En 2013, Christoph Oerstel a créé un mouvement citoyen pour la politique du milieu et a fondé le parti Deutsche Mitte. Il en est jusqu'à aujourd'hui le premier président fédéral. Aujourd'hui, Christoph Oerstel va être interviewé sur la situation mondiale. Monsieur Oerstel, je peux dire aussi que nous deux, nous nous réjouissons beaucoup que vous preniez du temps, une fois de plus, pour répondre à des questions sur la situation mondiale actuelle. Lorsque je suis monté ici tout à l'heure, j'ai pensé, la nuit est tombée à la ZK, et c'est même devenu un peu douillet. Mais je peux bien imaginer que ça ne va pas être si douillet quand il s'agira de donner un résumé actuel de tous les sujets qui vous ont occupé ces dernières semaines, dans vos dernières apparitions publiques et interviews. Qu'est-ce qui vous amène à parler d'une crise et pourquoi est-elle imminente justement maintenant ? Nous l'apprenons de la bouche d'analystes du monde entier. Nous le lisons dans les quotidiens du mainstream. Une décision du gouvernement dit que tous les citoyens doivent acheter des réserves pour 14 jours et stocker toutes les choses nécessaires. Nous avons entendu qu'un programme appelé Quantitative Easing, assouplissement quantitatif, ce qui veut dire que la BCE, Banque centrale européenne,
injecte des fonds monétaires au niveau européen. Cette QE, qui était prévue initialement pour l'an passé, 1,1 billion d'euros injectés dans le marché financier qui est en train de s'écrouler. Et maintenant, nous apprenons, si nous nous informons sur Wikipédia, que ce programme a été prolongé jusqu'en mars de l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'on ne met pas de limite de temps et qu'il s'agisse de 1,7 billion, juste comme ça. Ou non, même encore 600 milliards de plus. Simplement comme ça, venant de nulle part. Et nous avons eu un peu d'apaisement avec l'OMT, Outright Monetary Transfer. C'est un autre système encore moins contrôlé pour injecter de l'argent dans le marché. Et les grands médias nous disent « Allons donc, ça n'aura pas lieu du tout. La simple annonce que cette chose pourrait se passer tranquillisera les marchés. » Et je veux ajouter, c'est une idiotie de plus du cartel organisé dans les médias. Et il faut que ces choses nous inquiètent. Nous venons d'écouter une conférence magnifique de M. Koenig. La Grèce a dû céder en fait sa patrie il y a 14 jours. Je ne peux pas du tout le voir autrement. C'est une spoliation totale d'un peuple entier, avec l'aide de l'Allemagne. Alors, de telles choses nous amènent à dire, comme ça ne peut pas aller bien. Mais jusqu'ici, je n'ai pas encore parlé des initiés, avec lesquels on devrait aussi parler si on veut savoir quelque chose. Et eux, ils disent que ça pourrait péter à présent à tout moment. Péter à tout moment, ça veut dire ce qui est arrivé à Lehman Brothers n'était qu'une petite promenade en forêt au regard de ce qui nous menace. À présent, le vrai crack va arriver. Et cela peut vraiment se passer à tout moment. La banque allemande vient de vaciller énormément. En ce moment, on arrange de nouveau un peu cette chose. Le gouvernement fédéral informe à l'heure indue qu'il ne veut pas aider la banque allemande. Alors moi je dis en tant qu'Allemand, merci beaucoup. Si le gouvernement fédéral a déjà fait son deuil de la banque allemande, qui pourrait la soutenir alors? Et ce n'est pas parce que je suis tombé amoureux de ces banquiers, mon Dieu non, ou parce que j'approuve leurs pratiques commerciales, mais c'est parce que je dis tout simplement, minute papillon, à présent c'est encore notre banque allemande. Peut-être qu'une partie appartient au Qatar, c'est transparent, mais cela reste encore notre banque allemande. Et dans ce cas, j'aurais souhaité du gouvernement fédéral, peut-être pas de manière bruyante, mais en coulisses, autre chose que faire publiquement une croix sur cette institution. Cette chose, nous l'avions déjà eue. Et puis, on s'aperçoit, ok, nous n'allons probablement pas échouer sur ce seuil. On ne sait pas. Mais un autre pourrait arriver demain ou après-demain. Et on ne peut plus assumer politiquement la responsabilité d'une telle situation. Et voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons à présent. Chaque jour, ça peut péter. Et puis les économies sont, pour le dire comme la dernière fois. Mais à présent, nous savons également, si nous l'avons lu, lorsque l'autre jour, Mme Merkel a expliqué en commun avec le ministre des Finances de la SPD, cet homme fameux qui vient de démissionner, que les économies seront toutes en sécurité. Ils ont inventé ça. Plus tard, ils l'ont reconnu. Aujourd'hui, personne ne croirait plus à cette explication. Il faut que nous nous en rendions compte. Avez-vous déjà des provisions dans votre cave et pour combien de temps? J'ai fait quelques provisions, mais pas suffisamment. Et à vrai dire, je ne peux pas me permettre de le faire d'un coup, rien que financièrement, n'est-ce pas? De tout acheter pour 14 jours, et c'est pourquoi j'ai pensé. Je fais ce que le bon Dieu donne, pour ainsi dire, ce qui fonctionne, et le reste, on verra, oui. Mais qu'est-ce qui se trouve derrière le fait que même les médias nous transmettent la vérité, que l'on conseille de faire des provisions? D'après vous, quel est le but qui se trouve derrière cela? Il s'agit de préparer psychologiquement la population. Il s'agit aussi de déléguer une partie de la responsabilité du gouvernement et de dire « Voilà, c'est ce qui peut arriver. Nous vous avions prévenu. » Mais qu'est-ce que c'est au fond? Au fond, c'est un aveu d'échec du gouvernement. Et pas seulement du gouvernement, aussi de l'opposition. Car l'opposition a-t-elle fait quelque chose pour indiquer que ces choses nous menacent? Rien. Et cet aveu d'échec va encore plus loin. Au point que nous savons que pour les plus pauvres en Allemagne, environ un quart de la population, en particulier pour les bénéficiaires d'aide sociale, il n'y a rien de prévu. Rien. Nous lisons dans des documents d'information qu'on estime sérieux
qu'on peut, je vais dire des mots durs, se passer de ces parties de la population. Nous savons ou nous soupçonnons que s'il y a un krach, il pourrait y avoir une guerre, et dans cette guerre, il pourrait arriver qu'on doive tout simplement se passer d'une partie de la population. C'est la dure réalité. Et cela semble en être un prélude. Mais cela va encore plus loin. Il y a quelques jours, j'ai participé à un rassemblement de partis à Baden-Baden. Et il y avait un entrepreneur qui a dit « Je suis transporteur. 14 jours. Nos marges de profit sont si petites que si nous n'avons que 2 jours de pause, mon entreprise fait faillite. Faillite. Terminée. » Ce gouvernement fédéral ne s'occupe pas des entrepreneurs. Pas de plan, pas de coopération, pas de préavis spécifique. Personne ne passe pour discuter avec les groupements et dire « Regarde, il y a quelque chose de grave qui pourrait arriver. On pourrait développer ensemble des plans de secours. » Il n'y a absolument rien. Je ne sais pas pour qui ce gouvernement fédéral gouverne. Regardons à un niveau plus élevé. Observons les petits oligarques, des personnes qui ont environ 1,5 à 2,3 milliards d'euros en tout. Eux aussi, ils savent. S'il y a un krach, combien risquons-nous de perdre? La moitié, les 3/4? Des gens qui ne peuvent sortir que difficilement de biens tels que des terres ou de l'immobilier peuvent être détruits financièrement en 1 seconde. En d'autres mots, tout le pays se trouve devant l'aveu d'échec du gouvernement fédéral. Et personne ne le dit. Personne n'a un plan. Et nous allons trébucher là-dedans comme des vaches qu'on mène à l'abattoir. Cela semble être la volonté de ce gouvernement fédéral et nous devons simplement comprendre cela. C'est pourquoi on le dit ici, parce qu'ailleurs on ne le dit pas. Mais ces voix ne s'expriment pas seulement depuis aujourd'hui. On peut se souvenir qu'en réalité, ça circule ou est perçu consciemment depuis un certain temps déjà, que ça ne peut pas continuer comme ça, que nous sommes à bout en toutes choses. Et pourquoi dites-vous, maintenant justement, le danger d'un éclatement est au maximum? Quels sont les autres aspects qui mènent à cela? Bon, ils ne sont pas au maximum aujourd'hui, ni depuis 10 jours. Je dirais plutôt que c'est ainsi depuis 3-4 mois. Et je dis ça, ou plutôt je l'ai entendu d'autres personnes qui peuvent le savoir ou devraient le savoir, que nous avons maintenant atteint ce niveau de danger. Et pour moi, ça paraît tout à fait normal, cet aveu d'échec public du gouvernement. Mais en fait, c'est anormal. Il a dû y réfléchir. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est justement quelque chose qui rend la population méfiante. Et c'est arrivé. C'est pourquoi il est temps de signaler cela publiquement, et c'est ce que je fais depuis quelques semaines dans des interviews ou des articles, afin de signaler ce point, la non-assistance du gouvernement fédéral et de ceux qui ont prêté serment. Ici aussi, c'est une violation continuelle de ce serment, de la politique de haute trahison. C'est un terme que je crois avoir amené dans la discussion publique il y a quelques années. Est-ce que cela a du sens, ici, de parler de ces reprises, comme Monsanto Bayer Leverkusen ou le scandale VW? Est-ce que ce sont aussi des aspects qui ont à voir avec ce qu'on vient de dire? Oui, nous avons là une guerre florissante avec les États-Unis, c'est mon opinion. C'est aussi pourquoi, s'il provoque un krach, s'il provoque des confrontations et des situations de concurrence économique, et cela s'est déjà passé, l'euro contre le dollar, l'euro a perdu, il y a aussi une situation de concurrence économique dans l'économie des pays. Et là, il s'agit aussi d'affaiblir des entreprises importantes. Volkswagen s'était établi comme le plus grand producteur automobile mondial juste avant que ce scandale n'arrive. Et je crois que General Motors, ça ne leur a pas plu. Je suppose, n'est-ce pas? Nous connaissons bien nos amis américains. Ils n'aiment pas ça. Et puis, ils ont réfléchi à quelque chose. Ils avaient déjà réfléchi quelques années plus tôt qu'un groupe comme Audi pouvait partir de lui-même. Cela a conduit à des grands procès et à des centaines de millions de dollars d'amende, et des choses semblables. Et maintenant, cette échelle n'était plus assez grande pour la grande entreprise Volkswagen. Alors, on a dû la clouer au mur, bien qu'elle ne soit pas la seule entreprise, Dieu le sait, à s'être servi de ces trucs
Ça, on le sait depuis. Mais elle a été et elle sera la plus sévèrement punie. Et qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait pour empêcher cela? Presque rien. Presque rien. Aujourd'hui ou hier, dans le Süddeutsche Zeitung, dans les pages économie, il y a sur toute une page un article sur ce qu'a fait le gouvernement fédéral pour soutenir Volkswagen. VW avait des dettes à cause de sa gestion idiote. À quoi ça correspond? Je lave mes mains dans l'innocence. Une entreprise allemande est, pour ainsi dire, dévalisée par ses amis américains et le gouvernement fédéral observe seulement et invente encore des excuses. Il leur laisse publier ce qu'ils veulent dans les cartels des médias. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, l'histoire d'Apple. Le gouvernement irlandais est tellement mis sous pression parce qu'il ne veut pas prendre cet avantage fiscal de 14 milliards qui a été fixé institutionnellement. Est-ce qu'il avait dit « Nous ne voulons pas de cet argent » J'aimerais savoir ce qu'ils disent aux pauvres d'Irlande, les bénéficiaires d'aide sociale et des gens comme ça, que l'État donne justement à la plus riche entreprise mondiale. Oui, c'est l'entreprise la plus fortunée, avec la plus grande réserve en espèces, qui lui donne en cadeau aussi 14 milliards d'euros. Ce sont des situations perverses, toujours lorsqu'un système arrive à sa fin. Ça doit être clair pour nous. C'est comme ça que nous devons le comprendre. Là, on fait encore des combines, on s'en met plein les poches et on ment encore, jusqu'aux dernières secondes. Et naturellement, on fait ce que nous connaissons déjà depuis des années. Les peuples sont trompés et dévalisés. C'est de cela qu'il s'agit. Pour un tel trust, qu'est-ce que c'est que de renoncer à des montants d'impôts ridicules de 0,5% ou quelque chose comme ça? Ce n'est rien d'autre que de l'escroquerie et du vol du peuple. Le gouvernement est responsable, par serment professionnel, d'éviter au peuple des préjudices. Ici, il y a un préjudice de 14 milliards et le gouvernement irlandais dit d'une façon effrontée « Nous n'en voulons pas. Incroyable !» Est-ce qu'il y a encore des issues à cette situation? Et si oui, lesquelles? Nous avons une zone de conflit au Moyen-Orient et au Proche-Orient où la pression est en train de monter lentement et qui va exploser. À l'heure qu'il est, le journal Nouvelle économique allemande écrit qu'une confrontation de la Russie avec les États-Unis se prépare en Syrie. C'est absolument sans équivoque. Les Américains annoncent ouvertement à corps et à cri qu'ils veulent livrer des armes lourdes, des armes de défense antiaérienne et des missiles de plus longue portée aux milices terroristes en Syrie. Et c'est à ce moment-là que la guerre dégénère. Face à de tels armements supplémentaires de l'EI ou d'autres, la Russie et l'Iran ne vont pas se laisser intimider dans leur engagement. C'est l'évidence même. Et alors là, ça éclate. Mais ça va encore plus loin. Kirby, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du State Department à Washington, a déclaré qu'en plus, il se pourrait qu'il y ait des body bags, c'est-à-dire des morts dans les rangs de l'armée russe en Syrie. Et il se pourrait aussi, et maintenant ça devient grave, que des villes russes soient attaquées. Si nous savons que presque 100% du terrorisme international est un terrorisme managé par des gouvernements, et si les États-Unis signalent de cette manière à la Russie, vos villes pourraient être touchées, c'est une menace directe et ouverte des États-Unis contre la Russie. Une menace de guerre. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous en venons aux possibilités d'issue. Toujours quand le cartel financier ou les grands cartels se trouvent devant une situation de krach boursier, il leur vient une idée. Nous avons besoin d'une guerre. La Seconde Guerre mondiale doit sa naissance au Black Friday et au krach qui a suivi à l'échelle mondiale et auquel l'Allemagne a participé. Et à présent, nous avons cette situation où nous devons faire face à ce double désastre qui menace tous nos biens, notre vie et notre intégrité corporelle, de sorte que nous devons nous en préoccuper. Et là, il y a une mesure toute simple. Et maintenant, j'arrive enfin à répondre à la question. Que pouvons-nous faire? Avec toutes les bonnes conférences, avec les informations que nous avons, nous pouvons décider en toute connaissance de cause. Quel est le point crucial de ce sale système qui nous pille et nous menace? C'est un système financier et monétaire. Ce sont les intérêts composés et la dette monétaire, l'argent fictif des banques privées. 90% du marché. Merci bien pour les chiffres. C'est de ça qu'il s'agit. Si à présent des organisations politiques viennent, des clubs de réflexion, des initiatives citoyennes, des mouvements, peu importe, l'image est diversifiée. Je viens de parler avec un Allemand qui se trouve à présent aux Pays-Bas. Là, il y a également du nouveau.
Et je pose toujours seulement une question. Qu'est-ce qu'ils disent en matière de système d'intérêt? Qu'est-ce qu'ils disent en matière de système des dettes monétaires? Pourquoi? Si nous voulons prendre des mesures disciplinaires contre les cartels, nous devons leur enlever leur sale système de dette. Et ceci ne peut se passer que d'une seule manière, baisser les intérêts et arrêter de créer de l'argent à partir des dettes monétaires. L'État, les citoyens peuvent très bien veiller à leur propre financement. Et l'État, il a le devoir et l'obligation de constituer et de mettre à disposition le cadre organisateur et politique de cette chose pour le bien-être de ses citoyens. Et nous pouvons évaluer quel mouvement a cela pour but supérieur et immuable. Alors, dans ce cas, on peut lui demander des comptes par rapport à cette responsabilité, afin qu'il suive vraiment ce but. Mais malheureusement, il y a vraiment très peu de mouvements comme ça. Et c'est pourquoi nous devons bien regarder autour de nous pour voir qui fait ça. Et nous pouvons nous adresser à eux. Là, nous pouvons nous joindre à un tel mouvement. Et le reste est une perte de temps. Et j'aimerais dire encore une chose très méchante à ce sujet. Le reste serait probablement préparé également par le système pour vous faire perdre votre temps et pour faire durer le système. Et ça, c'est mortel. Ça peut être mortel. C'est pourquoi il faut faire demi-tour tout de suite et arriver à ce point. Bon, venons-en à la question de la sécurité en Europe. Il y a quelque temps, une connaissance m'a dit « Je suis contente de vivre dans un pays sûr comme l'Allemagne ». Et dans les faits, où en est la situation de la sécurité? Quelle en est votre évaluation? Justement, pouvez-vous nous donner une vue d'ensemble? Nous voyons que les gouvernements dépendants sous la férule des cartels, car comme l'a déjà dit M. Koenig, ce n'est pas M. Obama qui a le droit de dire ce que les États-Unis font en politique extérieure. Ce n'est pas non plus Mme Merkel qui a le droit de décider si maintenant l'Allemagne envoie des bombardiers complètement équipés le long de la frontière russe, comme c'est le cas à présent. Mais ce sont d'autres puissances qui tirent les ficelles, qui dirigent cette chose. Et ces cartels créent partout des confrontations. Curieusement, nous avons entendu que la prochaine grande guerre pourrait venir du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Mais concernant la sécurité, le cartel a créé encore d'autres conflits. L'Ukraine est seulement un petit foyer. Au fond, il s'agit évidemment de quelque chose contre la Russie. Et nous nous souvenons de la belle conférence de George Friedman, tout de même un Hongrois, un Européen, qui nous a avertis, en fait, dans sa bonne conférence intéressante l'autre jour. Je crois que c'était à Chicago. Que la plus importante conviction américaine en politique extérieure serait que l'Allemagne et la Russie ne doivent jamais s'unir. Donc, à contrario, ça veut dire ce que, Dieu merci, je considère comme très largement accepté, c'est que la première chose que nous devons faire, c'est sceller une amitié avec la Russie. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons encore d'autres conflits. Nous avons des scénarios de conflits. La Chine contre le Japon. En Corée, on tripatouille. En Corée, on empêche le peuple de vendre des richesses minières d'une valeur de plusieurs milliards sur le marché mondial. Et c'est pourquoi il y a la famine. Eux aussi, ils ont un dictateur qui n'est pas si gentil que ça, je le reconnais. Mais si vous êtes coincé entre Washington et Pékin, peut-être que quelques idéaux disparaissent à la longue. Oui, je ne veux pas susciter de la compréhension pour la torture et le meurtre et pour tout ce qui se passe là-bas. Je veux seulement dire, ce n'est pas aussi simple que c'est présenté dans nos drôles de médias farceurs. Puis, il y a cette reconstruction d'un récif de corail, où Washington s'aperçoit tout à coup qu'il a, je dirais, une conscience de l'environnement et qu'il pleure les récifs. Parce que les Chinois y construisent une piste d'atterrissage pour leurs avions de combat. Je veux dire, moi, parfois tout ça est un peu bizarre. Ce que les médias nous racontent et qu'ils croient que nous prenons au sérieux. Oui, c'est pourquoi ici, je ne peux qu'éclater de rire de mépris. Quand les États-Unis faisaient les essais nucléaires, non seulement chez eux, mais aussi en Asie. À ce moment-là, personne n'a pensé un instant que ça pourrait nuire aux récifs de corail. Alors c'est ça, nos méthodes politiques bizarres. Et tout ce scénario mondial rampe lentement en direction de nous tous. 6 théâtres. Dans l'Antarctique aussi, il y a maintenant des affrontements avec des forces spéciales russes, alors que le terrain était laissé auparavant aux États-Unis seuls.
Sur ces entrefaites, il y a aussi des affrontements, des questions sécuritaires de l'aviation civile, pour ainsi dire, parce que la Russie fait ce que les États-Unis font depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils volent avec leurs armes lourdes dans le monde entier, là où ils en ont le droit. Nous nous sommes habitués à ce que les États-Unis possèdent une sorte de droit exclusif sur le globe. Tout à coup, Poutine dit « Pourrions-nous peut-être faire également 1 ou 2 vols similaires ?» Non, Washington dit un non clair et net. Et Poutine répond « Je n'en tiens pas compte. » C'est la situation. Oui, peut-être que nous rions en ce moment, mais cette chose monte lentement jusqu'ici. Et à un moment donné, cette avancée vers la guerre et cette escalade et cette reconstruction, ça peut devenir très sérieux et finir dans le sang. Et je veux justement vous mettre en garde. Mais peut-on quand même dire, en Allemagne, nous sommes en sécurité? Plutôt non. Je pose la question d'une autre façon. Est-ce que vous confieriez votre porte-monnaie à Madame Merkel? Sans parler de confier vos enfants, si vous en avez. Mais moi, je ne voudrais même pas envoyer mes enfants faire une promenade d'un après-midi avec Madame Merkel. En aucun cas. Quelqu'un a remarqué un autocollant sur une voiture. Il y avait un jeu de mots écrit. Ne remarquez-vous pas comment on vous raconte des bobards? Magnifique, c'est une bonne réponse. Oui, très bien. Mais en fait, comment en vient-on à cette situation tellement dangereuse? En fait, la plupart des gens parlent déjà de la Troisième Guerre mondiale. Oui, et c'est une menace à cause de ces 6 scénarios de guerre dans le monde qui se développent lentement. Et cela va jusqu'à la menace d'une guerre nucléaire. À présent, cette menace est devenue monnaie courante de la politique en Corée du Nord. Là, il s'agit de ce que les gens disent « Amis, en vérité, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé depuis longtemps. » Attention à ne pas entrer dans une escalade verbale, car les choses sont déjà assez graves dans la réalité. Mais il faut dire une chose, le terme de guerre mondiale est absolument indiqué dans l'analyse politique actuelle. Et là, moi, l'analyste qui est interviewé par des chaînes de télé, quand quelque chose de très grave arrive, moi, je peux juste dire « Vigilance rouge ». Là, nous ne voulons pas continuer. Là, nous n'avons pas le droit de continuer. Car je pense, combien la guerre mondiale approche-t-elle encore si nous savons que la question du crack peut être posée chaque jour, que ça ne se déroule plus dans le domaine de Lehman Brothers, ce qui, pour ainsi dire, concerne la vague de destruction qui passe sur toute la Terre. Et si nous savons qu'on envenime ces scénarios de guerre chaque jour, je le suis avec attention, minutieusement, je le décris sous forme écrite, de vive voix dans des interviews. J'en parle en particulier à la radio iranienne avec mes amis iraniens. Ces interviews ont lieu presque chaque semaine, parfois même 2 fois par semaine. Ça a pris une petite forme de culte. Bon, enfin. Et nous sommes tout à fait d'accord, c'est devenu extrêmement dangereux. Et au fond, c'est le seul bilan que nous pouvons faire. Et cet accroissement d'actes de violence, d'attaques en Europe, je pense, nous nous souvenons tous d'Istanbul, de Paris, de Bruxelles, de Nice, de Munich. Je me souviens aussi de cette attaque dans un train à Würzburg, quelque part. On a l'impression que cette chose s'approche de façon de plus en plus tangible. En tant qu'observateur, je peux dire qu'il y a seulement quelques années, on avait encore une distance par rapport à cette sorte d'agression. Quelque part, on se sentait en sécurité. À présent, ça pourrait se passer sur le pas de notre porte. Est-ce pareillement un indice qui vous fait dire que le danger est imminent? Je vais commencer d'un autre côté. Exclure les pauvres, les bénéficiaires du RSA, cela occasionne parmi ceux qui ont un emploi la peur de perdre cet emploi. Nous avons des attaques terroristes de ceci. Et la plupart de ces attaques, à mon avis, sont le résultat du management terroriste des gouvernements et des pays concernés. Ça concerne particulièrement le cas de Nice, où presque tout ce qu'on peut imaginer ne colle pas. Ça concerne le... Quel cas avez-vous déjà mentionné? Le tueur fou de Munich. Munich, avec beaucoup de problèmes, et ça concerne Bruxelles.
à Bruxelles. Molenbeek, ce quartier-là, je suis pour ainsi dire moi-même un témoin parce que des amis du mouvement islamique ont déménagé à Molenbeek, toujours en plus grand nombre, ces 30 dernières années, depuis que je les connais. Et les premières années, je les trouvais un peu bizarres. Maintenant, je sais pourquoi. Ce quartier a été construit lentement jusqu'à ce qu'il soit devenu cette cocotte minute d'où montent ces bulles d'attaque de bombes incendiaires. Du management terroriste. Alors, comment dire? Le management de la terreur par des gouvernements, c'est un terme que j'ai instauré dans le débat politique il y a, je ne sais plus, 10 ou 15 ans, et je l'ai défini. Et nous avons de toute évidence des indications sur le management terroriste à tous les endroits possibles. Et une situation désagréable interne, c'est ce qui a eu lieu à Bautzen il y a quelques jours. J'étais à Bautzen hier soir devant quelques centaines de personnes intéressées, et nous avons parlé de ce sujet une fois de plus. Et je remarque que si on... Voilà, nous avons 26 de ceux qu'on appelle des UMA, c'est-à-dire des mineurs non accompagnés. On les met tous dans une même maison. Seulement des jeunes gens de 16 à 18 ans. Et c'est la faute de management la plus bête qu'on puisse faire. Si on veut calmer des gens et désenvenimer la situation de conflit, il serait important de mélanger les générations. Mais ici, on a démélangé intentionnellement. On a retiré ces jeuneaux, oui, seulement des jeunes hommes, hors de la masse entière des réfugiés. Et on les a mis dans une maison au centre-ville et on leur a permis de sortir la nuit. Si on veut avoir des ennuis d'une manière ou d'une autre, on l'organise comme ça. Par conséquent, j'ai accusé Bautzen. Cela, j'aimerais le faire aussi ici. J'ai accusé l'administration de Bautzen, la police de Bautzen, d'être responsable de la survenue de ces incidents et des conséquences violentes qu'il y a eu de part et d'autre. La querelle n'a pas été commencée par des Bautzeniens allemands de souche, mais justement par les immigrants. C'est pourquoi les administrations sont aussi coupables. Et revenons à la question. L'Allemagne est-elle sûre? Avec ce gouvernement fédéral, avec ce système, on rend intentionnellement peu sûrs tous les États fédéraux. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Ces fusillades dans des écoles, avec les histoires les plus époustouflantes, qui ne peuvent pas être vraies. Je renvoie seulement au cas de Winnenden. Mais il y a eu au moins encore un cas qui est tout aussi sale que celui qui s'est passé aux États-Unis. Une histoire complètement inepte. Et là, j'étais aussi concerné parce qu'on m'a invité à faire une conférence de presse, parce que Grant, l'auteur du livre, ne se sentait pas, comment dirais-je, assez bien pour le faire tout seul. Et les faits que j'ai entendus de mes propres oreilles à propos de son livre sont plus graves que ceux qui sont décrits dans son livre. Cela revient à dire que nous avons une situation désagréable où les gouvernements de l'OTAN pensent qu'ils peuvent affoler et angoisser leur population en se menaçant les uns les autres et en se laissant menacer par un terrorisme organisé par eux-mêmes. Que pouvons-nous faire contre le fait que justement ça devient de plus en plus dangereux ici? Nous pouvons nous protéger de manière raisonnable. Raisonnable, ça veut dire que dans des situations de crise, nous évitons de grands rassemblements. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'un grand rassemblement, c'est aussi une manifestation, par exemple. Là, nous voulons y aller, peu importe le prix. Moi aussi, j'y vais. Et je suis aussi présent à des rassemblements, et j'y prends part, parce que nous devons, dans une certaine mesure, être prêts au risque quand il s'agit de politique et de nos intérêts que nous voulons faire mettre en pratique. Je sais que le gouvernement fédéral se fiche complètement de ce qu'un demi-million de citoyens fédéraux vont dans la rue parce qu'ils ne veulent pas de contrats criminels et anticonstitutionnels tels que le TTIP, le CETA et TISA. Le gouvernement fédéral s'en fiche complètement. Cela fait partie de la politique de haute conspiration et de toute cette histoire. Nous devons y aller, nous devons manifester. Mais quand il s'agit de certaines fêtes populaires, on peut se poser la question. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce absolument nécessaire que les enfants viennent? Des questions de ce genre. Cela pourrait être une chose à prendre en compte. Beaucoup s'achètent du gaz lacrymogène, ce qui est très raisonnable. Une arme anti-agression. On peut s'en servir pour se défendre. Elle ne tue personne, mais elle peut nous protéger et nous donner les quelques secondes dont nous avons besoin pour fuir.
Ce sont des mesures d'autoprotection. On peut sécuriser sa maison. Là aussi, il y a de bons conseils de la police, des systèmes contre les cambriolages, ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses, des petites choses que nous pouvons faire. Mais dans l'essentiel, nous devons enfin décoller de notre siège. Continuer à regarder des vidéos YouTube et faire des commentaires sur Facebook, c'est du loisir. Nous avons besoin d'action politique maintenant. Les personnes qui ont compris doivent s'engager activement. Oh, ça fait du bien. Ah, c'est pour ça que j'aime bien venir ici. Parce qu'il y a des gens, et ils sont nombreux, qui ont compris. Et nous devons, et je le dis volontiers de nouveau, parce qu'on ne peut pas le dire suffisamment, nous devons nous déplacer dans la bonne direction sans perdre plus de temps. Nous avons de très bons participants qui nous disent la vérité et publient des analyses intéressantes. On n'a plus le temps. Nous connaissons la vérité. Nous avons entendu suffisamment d'analyses. Nous avons besoin de forces qui se tournent contre ce modèle de profit des cartels financiers, qui ne promettent pas seulement, mais qui se sont engagés, qui ont mis leur crédibilité en jeu à avoir cela comme but le plus important. Et alors, nous avons une certaine garantie que notre travail, notre temps, notre engagement, nos sacrifices ne seront pas inutiles comme ils le sont si souvent. En Allemagne, nous avons justement la création d'un grand et beau parti, des cris de joie partout. Est-ce qu'ils disent quelque chose contre le cartel financier? Oh non! Que disent-ils au sujet de l'OTAN? Un point important, n'est-ce pas, Monsieur Koenig? Qu'est-ce qu'ils disent au sujet de l'OTAN? Oui, ça devrait un peu plus correspondre aux intérêts allemands. Aux intérêts allemands, chinois, nord-coréens, sud-coréens et d'autres intérêts de jardins ouvriers. Ce ne sont absolument pas mes intérêts. Je crois que nous avons besoin d'éthique en politique. Sinon, ça ne va pas aller de l'avant. Je n'ai pas besoin d'un jardin pour ça. J'ai besoin de principes. Et si vous me posez la question, oui, a-t-il encore quelque chose de bon? Alors ce serait ce principe qui dit, nous ne faisons plus de guerre. Si de quelconque criminel, là-haut, essaie par de la propagande de nous inculquer et de faire la guerre, nous ne participons pas. Et bien évidemment, ce qui vaut tout d'abord, c'est, comme je l'ai dit, cette histoire avec la Russie. Nous l'avons derrière nous. En tout premier, nous devenons les amis de la Russie sans lâcher nos amis américains. J'aime de tout cœur avoir des liens d'amitié avec le peuple américain. J'ai de très bons amis américains, aussi dans l'armée américaine. Mais j'ai un problème avec le gouvernement, je l'admets. Monsieur Koenig a aussi parlé du départ de l'UE et de la sortie de l'euro. Oui, Est-ce aussi une bonne mesure? je trouve ça tout à fait parfait. J'ai fait ça aussi un peu plus lentement chez nous, au Dutch Mitte, parce que je ne voulais pas donner un coup de pied dans ce que le peuple allemand est en train de vivre en ce moment. Donc j'ai dit, nous quittons volontiers l'euro, mais nous ne mettons pas cela en priorité. C'est une histoire de coup de poignard. Nous ne voulons pas, en tant qu'Allemands qui au cours des 100 dernières années ont fait bouger en Europe quelque chose, pour ainsi dire de lourd, nous ne voulons pas être les tout premiers à enterrer l'euro. Mais nous l'enterrerons volontiers avec d'autres en étant les seconds. Et ces jours-ci, justement, nous travaillons sur un texte adressé au peuple grec et que les médias grecs veulent bien publier. Nous avons fait traduire notre petit programme et nous disons aux Grecs, « Ok, maintenant Tsipras, à cause de la braderie dont nous avons entendu parler, a perdu la moitié de ses partisans en Grèce. Les Grecs cherchent une nouvelle idée. Se pourrait-il qu'il y ait quelques Grecs qui comprennent qu'avec les intérêts de la mafia des banques et de l'argent de la dette, l'affaire ne soit plus à régler? Ce serait génial. Donc nous tentons de faire passer le message. Et naturellement, nous disons que l'Union européenne doit être réformée de manière fondamentale. Le traité de Maastricht, là, même le professeur Sinn l'a déjà dit à Munich, dénonciation de révision. Je trouve que c'est un terme merveilleux. Dénonciation de révision. Et je pense que le traité de Lisbonne, ce traité qui contient, pour ainsi dire, l'ordre de tirer, nous n'en voulons pas non plus. Bien sûr que non. C'est tout simplement illégal. En fait, c'est anticonstitutionnel. Nous ne pouvons absolument pas participer à une chose pareille. Ces traités doivent disparaître. Et ainsi, nous nous trouvons face à la dissolution de l'Union européenne. Mais en vérité, c'est dommage. Et cela, dans un temps où les grands cartels attisent les conflits et ont intérêt à la guerre. Là, nous voulons être prudents. Si nous détruisons des ponts, nous voulons veiller à garder les bons ponts et à détruire les mauvais.
C'était le mot-clé pour le troisième sujet, les foyers de crise dans le monde. Vous avez dit que les cartels ont pris le monde entier en otage. Oui, pouvons-nous en parler? Oui, encore une fois, nous devons le dire simplement. Je l'avais indiqué brièvement, regardez dans le passé, nous avons en Grande-Bretagne un système qui fait la pluie et le beau temps depuis des centaines d'années, selon ce qu'a dit le gentil monsieur de Rothschild. Nous avons ce système merveilleux, la City of London. C'est un programme d'études à elle toute seule et on pourra en parler toute la soirée. Et nous avons justement le système qui dévalise les peuples dans le monde entier et qui aspire maintenant à la suprématie sur toute la Terre. Des gens qui se sentent tellement sûrs d'eux. Je sais que lors de ma dernière conférence ici à la ZK, j'ai cité Warren Buffett. Bien sûr, il y a une lutte des classes actuellement. Nous dirigeons cette lutte des classes, les riches contre les pauvres. Et à présent, les riches gagnent. Ce sont ces mots, textuellement. Cet homme est si sûr de lui que personne ne parvient à l'expulser de sa position de pouvoir. Et c'est vraiment l'un de ces oligarques puissants qui ont quelque chose à dire. Ce milliardaire a 2 chiffres. Et c'est comme ça. Ces gens-là ont cette politique de conduire les peuples dans des guerres. Gutel Schapper, l'épouse d'un autre Rothschild, a dit en 1862, si on peut faire confiance aux documents, « Si mon mari ne veut pas de guerre, il n'y aura pas de guerre. » On peut aussi retourner la phrase, n'est-ce pas? « Si mon mari veut la guerre, et puisque nous le savons, et puisque nous connaissons l'histoire, et puisque nous savons comment cela s'est passé déjà 2 fois au siècle dernier contre l'Allemagne, et comme nous, les Allemands, nous avons été assez bêtes pour participer, alors je pense, il est grand temps que nous acceptions le lien entre le krach financier et la guerre, comme quelque chose d'établi, de ferme, de sûr et certain. Nous ne devons pas seulement penser que notre bourse, ou notre compte d'épargne, ou d'autres choses que nous avons acquises, des maisons individuelles à crédit par exemple, sont en grand danger. Mais nous devons penser que ça concerne notre sang, notre cou, notre vie, nos enfants. C'est automatique lorsqu'on annonce des crises financières. Car il se pourrait que le cartel estime, maintenant, avec ce krach, nous pourrions perdre le pouvoir. Ils n'y sont pas prêts. Ils ne donnent pas la moindre chose volontiers. Donc il faut que ce soit clair pour nous. Si on pense krach, il faut penser guerre. Ces 2 choses sont absolument et inséparablement liées l'une à l'autre. Et alors, nous pouvons mettre quelque chose en mouvement dans ce monde. Alors, nous savons qu'il ne suffit pas de dire paix, il ne suffit pas de dire amitié avec la Russie, mais il faut toujours dire « et pas d'intérêt, et pas d'intérêt des intérêts, et pas d'argent de dette, et pas de domination de la mafia financière dans le monde entier. Autrement, nous ne pouvons pas sauver la paix. » Pourriez-vous peut-être un peu plus préciser le terme de cartel, pour qu'il ne reste pas si vague, mais... C'est intéressant, parce que les études scientifiques qui existent là-dessus, j'en ai parlé ici la dernière fois, il y a 1 an, pour cela je conseille, si vous avez maintenant encore des questions objectives, peut-être les nouveaux, ils peuvent regarder tranquillement encore une fois cette conférence AZK de 2015. Là, il y a tous les détails. Il y a 2 bases essentielles. L'une, c'est justement les études de l'Université technique en Suisse, une excellente université, très renommée et célèbre dans le monde entier, qui a prouvé en 2010, c'était en 2010, que les banques du monde entier forment un seul cartel. Toutes les banques du monde, un seul cartel. Ce ne sont pas des affirmations de propagande. Ça, c'est démontré par cette étude. C'est très important. Puis, nous devons remarquer qu'ils ont étudié les relations entre les entreprises dans le monde entier et ils ont dit que 147 entreprises arrangent entre elles seules, combien c'était 30 à 40% de toutes les affaires. C'est ce que j'appelle un cartel. Ensuite, nous parlons de 5 cartels différents. Pour l'instant, nous parlons du cartel le plus important et le plus puissant, le cartel financier. Il est soutenu par le cartel des médias et est dépendant de celui-ci.
En plus, nous avons des cartels de l'énergie. Ce sont les gars qui dominaient lorsqu'en 2003, on est allé contre l'Irak, par exemple, et avant aussi contre Saddam Hussein. Et à travers ceci, le gouvernement américain a fait du chantage à l'Irak par l'opération Tempête du désert, afin qu'il vende ses réserves de pétrole très bon marché aux États-Unis. Car les États-Unis avaient auparavant baissé le prix du pétrole jusqu'à la moitié du prix du marché. À cette époque-là, c'était 10 à 11 $ le baril. Il faut réfléchir à ça, c'était le niveau de la folie si on pense à aujourd'hui. Voilà, c'était le cartel de l'énergie. Et puis nous savons qu'il existe encore un cartel de l'armement. Ce sont les gars qui gagnent toujours quand ça pète. Et pour recevoir leur bonus, ils ont besoin que ça pète. Et enfin vient ce célèbre cartel. Une conglomération de l'agrochimie, de l'industrie pharmaceutique, de la mafia médicale, tout ce qu'il y a là. Des gens qui sont très intéressés, que nous nous sentions vraiment mal. Ceux qui ont provoqué une épidémie de suicide parmi les paysans irakiens parce qu'ils leur ont imposé de racheter tous les ans des semences de Monsanto. Les paysans n'ont pas pu vivre avec cette situation. Et alors, ils se sont suicidés. Ça a été comme ça. En Irak, peu après l'occupation américaine, le CPA, Autorité provisoire de coalition, dont j'ai fait personnellement la connaissance en 2003 à Bagdad, a tout d'abord établi avec Monsanto un contrat selon lequel toutes les semences de tout l'Irak devaient provenir seulement de Monsanto. Incroyable. Et ces cartels ont tant à dire. Une étude sponsorisée de l'université de Princeton, il y a quelques années, a conclu: les États-Unis ne sont pas une démocratie, mais une oligarchie. Celui qui a peu ou moyennement d'argent n'a presque rien à dire dans ce pays. Et plus il est riche, plus il peut parler. C'est scientifiquement prouvé. Ce n'est pas de la propagande de gauche. Ce n'est pas une invention. Mais c'est grâce à une université d'élite américaine que nous savons cela. Et puis nous sommes, comme je le crois, assez nuancés pour dire: c'est quoi ces cartels? C'est quoi ces personnes? C'est quoi ces marchés qu'ils partagent entre eux? Et c'est quoi les leçons d'histoire des 219 guerres? Merci beaucoup pour cette liste que nous pouvons regarder. Là, c'est sur la table. C'est là que les cartels agissent. Là, la mafia bute le président américain Abraham Lincoln parce qu'il voulait abroger la dette et parce qu'il ne voulait pas reconnaître le pouvoir des banquiers privés sur le système monétaire américain. Jusqu'à Wilson, en 1913, qui a échoué, comme chacun le sait. Voilà où on en est. Après la ZK de 2015, je vous avais demandé comment vous analysiez la situation et vous avez répondu « Nous avons avancé ». Mais le problème, c'est que les autres sont beaucoup plus loin. Alors nous sommes dans une course-poursuite. Comment voyez-vous la situation aujourd'hui? Jusqu'à présent, nous avons perdu la course-poursuite. Nous n'avons pas progressé assez vite. Et nous ne progressons toujours pas assez vite. Les gens croient toujours qu'ils peuvent se payer le luxe de s'engager dans des associations populaires. Les gens ont toujours l'impression qu'ils pourront se mettre en route seulement demain. C'est absolument faux. Avec l'attitude actuelle de la plupart des gens, nous allons disparaître à coup sûr. Nous aurons des catastrophes, nous aurons la guerre. On va nous prendre tout ce que nous avons, et probablement aussi notre vie. Je ne veux faire peur à personne. Je déteste les alarmistes excités. Mais d'un autre côté, je ne peux pas mentir ici. Ça, je ne peux pas. Si vous me posez des questions si sérieuses, je ne peux que vous répondre. Nous n'avons pas pu suivre. Les autres étaient plus rapides. Les guerres, les zones de conflit, la situation financière que j'ai décrite. Et je n'étais pas le seul aujourd'hui, grâce à Dieu. M. Koenig l'a fait aussi. La situation est indiscutable. Le fait de dévaliser la Grèce, toute la Grèce, il y a 2 semaines. Qui diable prend position et dit « Cela ne peut jamais arriver en Allemagne ». Allô? Est-ce que sous nos yeux, on n'est pas en train de raser VV? Est-ce que BASF, non, Bayer, n'est pas en train de faire un achat d'entreprise forcé tellement bête? Qu'achète-t-il donc?
Ils achètent une troupe de lobby sale et criminelle. Ils sont en train d'acheter la firme qui a imposé l'aspartame sur le marché. Et après cet achat, il a vendu les droits avec un immense bénéfice. C'est Monsanto. Ils mettent des gouvernements sous pression. En arrière-plan, les canonnières américaines naviguent doucement sur l'eau et ensuite c'est vendu. Et en cas d'urgence, l'ambassadeur fait une visite et vous dit où est le Nord. C'est comme ça chez Monsanto. Et Bayer veut acheter ça? Pardon? Une petite entreprise coloniale comme Bayer? C'est ridicule. Pourtant, il n'y a rien de bon en perspective et ça finira mal. Et nous ne sommes pas assez rapides. J'avais déjà évoqué le fait que ce soir, ça ne pourrait pas être très confortable malgré l'ambiance agréable. Maintenant, malheureusement, vous avez confirmé cela. Monsieur Hurstel, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir et quels conseils, quelles précisions nous donneriez-vous à nous et à nos visiteurs? Vous ne pouvez pas nous quitter comme ça. Oui. Je ne vais pas clôturer joyeusement. Au contraire, je vous donne une garantie. Ou bien tous ceux qui verront cette vidéo sortent enfin de leur fauteuil, ou alors ce n'est pas gagné. Tout le monde, tous, sans exception. Et ça ne suffit plus. Tous ceux qui ont applaudi maintenant, ils devraient être arrêtés parce qu'ils font quelque chose. Et ça ne suffit plus que nous espérions gentiment et que nous envoyions des bonnes pensées quelque part. Aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit sur ma page Facebook, « Monsieur Hurstel, vous faites peur aux gens. » J'ai répondu, « Je ne suis pas là pour donner des bonnes nouvelles. Si vous avez peur à cause de moi, quittez ma page. La situation devrait vous faire trembler de peur. Voilà les faits. » C'est pour cela que je crois, aussi en tenant compte des chiffres, si c'est propagé maintenant, quand tout le monde se lèvera, c'est seulement alors que nous aurons une chance. Et avant ça, nous n'avons aucune chance. De toute façon, il n'y a aucune garantie que nous y arrivions. Hier soir, quelqu'un a posé la question, « Monsieur Hurstel, ça va marcher si nous faisons quelque chose maintenant ?» Quand je suis allé pour la première fois en Afghanistan, j'étais jeune, moins de 30 ans, avec ma nouvelle caméra que je venais de m'acheter sur mon budget d'étudiant. Je me consacrais à ça, à aider les Afghans qui étaient à ce moment-là éprouvés par l'Union soviétique avec des centaines de milliers de morts. À la fin, ils étaient 1,3 million, avec la plus grande vague de réfugiés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, c'est la Syrie qui est la victime. C'est la situation de la Syrie. Là, j'avais pensé, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai 60 ou 80 ans. Maintenant, j'en ai presque 60. Et maintenant, nous nous trouvons devant cette situation. Je ne pouvais pas savoir que l'Union soviétique allait s'effondrer quelques années plus tard. Je n'en verserai pas une larme. Mais je compte sur l'effondrement de ce régime criminel de l'Occident pour que la menace sur la population mondiale finisse. Et je suis dans le tunnel obscur. Je ne sais pas si ça ira bien. Peut-être qu'entre-temps, j'aurai un petit accident. Mais à l'époque, j'étais prêt pour un sacrifice, comme j'y suis prêt aujourd'hui. Il faut que nous y allions. Autrement, nous n'avons aucune chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes bien disposés pour accepter le défi comme aucun autre groupe que je connais. Continuez tout droit et alors ça ne peut pas être faux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hurstel. Merci, nous vous avons entendu. Merci. Et beaucoup de force et de résistance qu'on se souhaite à tous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour votre patience. Merci d'être venu ou resté. Bon voyage de retour.